Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment ce t-shirt qu'on a commandé hier soir peut déjà être dans notre boîte aux lettres le lendemain? C'est une sorte de magie moderne en fait. Et cette magie, elle est rendue possible par une machine incroyablement complexe, mais quasi invisible, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Zara. Leurs rayons changent à une vitesse folle. Mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'une simple idée, née dans un bureau de design en Espagne, peut se transformer en un vêtement dispo à Paris, à New York ou à Tokyo en à peine quelques jours? Eh bien la réponse, elle tient en 3 mots. La chaîne d'approvisionnement. C'est elle, notre fameuse machine invisible. Et attention, il ne faut pas imaginer juste une suite d'entrepôts et de camions. Non, c'est bien plus que ça. C'est un réseau super intelligent qui connecte tout, les matières premières, les usines, la logistique, les magasins, pour en faire un seul grand organisme vivant. Alors, pour vraiment comprendre comment cette machine tourne, le mieux c'est encore de l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. On va découvrir ensemble les pièces maîtresses qui la font fonctionner. En gros, voilà les 5 fonctions de base. Tout commence avec les fournisseurs, ceux qui procurent les matières premières, le tissu par exemple. Ensuite, le service des achats, l'approvisionnement, passe les commandes. Cette marchandise, elle est gérée dans les stocks, puis hop, elle part en production pour être transformée. Et enfin, le service de distribution s'assure que le produit fini arrive bien jusqu'au client, que ce soit en magasin ou en ligne. Mais le point vraiment crucial, c'est que ces pièces, toutes seules, ne valent rien si elles ne sont pas parfaitement connectées entre elles. Ce lien, c'est ce qu'on appelle le chaînage. C'est tout l'art de s'assurer que chaque maillon de la chaîne communique et collabore à la perfection avec les autres. C'est vraiment là que se cache le secret de l'efficacité. Et cet exemple, il est parfait pour illustrer le chaînage en action. Regardez un peu la relation entre l'approvisionnement et les stocks. Ce n'est pas du tout une communication à sens unique. L'approvisionnement a besoin de savoir en temps réel ce qu'il y a en stock, pour ne pas commander à l'aveugle. Et de son côté, le service des stocks, lui, il a besoin de prévisions fiables pour préparer l'espace et éviter de se retrouver complètement submergé. C'est un dialogue constant en fait. Ce qui nous amène à cette idée absolument fondamentale. Le vrai carburant de cette machine, ce ne sont pas les biens physiques, c'est l'information. Un flux d'informations rapide, précis, transparent. C'est ça qui permet à toute la chaîne d'être réactive, d'être agile. Sans ça, la machine cale. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc l'information est clé. Mais comment on fait pour gérer cet immense flux d'infos pour que la machine soit pas juste fonctionnelle, mais qu'elle soit extraordinairement rapide? C'est là que la technologie entre en jeu. Elle va agir un peu comme le cerveau numérique de toute l'opération. Ce processus, on appelle ça l'informatisation. L'idée, au fond, elle est assez simple. C'est d'utiliser la technologie pour que l'info circule instantanément à travers toute l'organisation. Fini les délais, les quiproquos, les données qui se perdent, tout est connecté, tout est instantané. Et l'outil principal pour y arriver, c'est ce qu'on appelle un système ERP. Pour se faire une idée, il faut imaginer une sorte de tableau de bord géant où chaque responsable, qu'il soit à la production, au stock ou à la distribution, voit exactement la même information mise à jour en temps réel. C'est cet outil qui permet d'avoir une visibilité totale et qui crée une sorte d'harmonie dans l'entreprise. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que même une solution aussi puissante a ses limites. D'un côté, oui, un ERP centralise tout, c'est génial. Mais de l'autre, cette centralisation peut rendre le système un peu rigide, incapable de s'adapter vite à un imprévu. L'entreprise peut aussi se noyer sous un déluge d'informations et pire, devenir dangereusement dépendante d'un seul logiciel. C'est un vrai défi de trouver le bon équilibre. Bon, récapitulons. Notre machine, elle est maintenant rapide et elle est intelligente. Mais est-ce que ça en fait forcément une bonne machine? Face aux défis mondiaux actuels, la performance pure et dure, ça ne suffit plus. La machine doit aussi avoir une conscience. Soyons clairs, le monde a changé. On ne peut plus ignorer l'épuisement des ressources, l'impact climatique de nos activités ou les conditions de travail des gens qui fabriquent nos produits. Tous ces défis forcent les entreprises à repenser en profondeur le but et l'impact de leur chaîne d'approvisionnement. Et la réponse à ces défis, elle se structure autour de 3 piliers qui sont vraiment indissociables. Le pilier écologique, bien sûr, pour la santé de la planète, le pilier social, pour le respect des droits humains, et enfin le pilier économique, pour être sûr que le modèle est viable et juste pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et attention, ce n'est pas juste une question de bien-être des employés, non, c'est bien plus large que ça. C'est l'engagement de l'entreprise à avoir un impact positif sur la société et l'environnement, et ce, à chaque étape de sa chaîne de valeur.
Et il ne faut pas se tromper, la RSE, ce n'est plus une option. Regardez, d'un côté, on a l'exemple de H&M qui, après des révélations sur ses fournisseurs, a vu ses ventes s'effondrer. La sanction des consommateurs a été immédiate. Et de l'autre côté, on a Renault qui, en construisant une usine verte à Tanger, a reçu d'énormes avantages de la part de l'État. La RSE est devenue à la fois un facteur de risque majeur, mais aussi un puissant avantage concurrentiel. Alors, comment tout ça s'articule? Si on assemble toutes les pièces du puzzle, les composants de la machine, son cerveau numérique et maintenant sa conscience éthique, eh bien on voit émerger un tout nouveau modèle de chaîne d'approvisionnement. C'est vraiment ça la grande transformation. On est passé d'une machine qui était purement mécanique, obsédée par la vitesse et la réduction des coûts, à une machine qu'on pourrait qualifier de socio-technique. Aujourd'hui, le but, ce n'est plus seulement l'efficacité, c'est la résilience et la responsabilité. Et le moteur, ce ne sont plus juste des marchandises, mais des flux d'informations et de valeurs. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. La performance, aujourd'hui, c'est cet équilibre. Une chaîne d'approvisionnement ne peut plus se contenter d'être rapide. Elle doit être à la fois rapide, intelligente et responsable. C'est la synergie de ces trois éléments qui crée un avantage durable. Et ça nous amène à une toute dernière question, une question qui nous concerne tous. Si les entreprises construisent ces machines pour répondre à une demande, alors nos choix, nos exigences et notre conscience en tant que consommateurs sont peut-être le levier le plus puissant de tous pour façonner la chaîne d'approvisionnement de demain. Voilà, de quoi réfléchir.